30% des camions qu'on voit sur les routes, c'est des camions. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire et on a lancé Cloudfreight. Le transport est un des secteurs les plus importants et dans lequel c'est très difficile d'innover. Driss Jebbar a relevé ce défi et il a créé l'une des plus belles startups marocaines. Cloudfreight aujourd'hui est devenu le premier réseau de transporteurs dans la région Méditerranée. De réintégrer le monde de l'entrepreneuriat avec ce projet dans le transport de marchandises, c'est un peu un hommage à mon père. Donc ce sera la première fois qu'il est vu dans un podcast. Driss Jebbar, bienvenue. Merci. Très heureux de te recevoir. Nouvel épisode de la série Big Stories avec Dacia. On est dans Casablanca, on est dans une Dacia Bigster. Et on va faire un petit tour pour discuter. Avec grand plaisir. En tout cas, merci aussi pour ton accueil. Et puis pour tes initiatives que je suis très souvent. Écoute, Driss, je suis très content de te recevoir. Fondateur de Cloudfreight, une des plus belles startups au Maroc. Est-ce que pour commencer, je peux te laisser te présenter? Avec plaisir, Driss Jebbar, 36 ans, père de 3 enfants, un Marocain qui a fait ses études au Maroc avec un parcours d'ingénieur à l'école Mohammedi d'ingénieur. Après, j'ai eu la chance de poursuivre mes études en France aux arts et métiers. J'ai passé 8 ans dans le salariat avant de me lancer dans l'entrepreneuriat avec ce projet Cloudfreight, qui est un projet né d'une grande problématique dans le secteur du transport. Il y a 3 camions, sur 3 camions, il y a un camion qui circule à vide. Donc pour moi, c'était une aberration sur le plan économique et écologique. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire et on a lancé Cloudfreight. Ok. Et tu as toujours eu cet intérêt pour l'entrepreneuriat, le business, le commerce. Mais si on revient depuis le début, Mikberti, tu avais déjà cet intérêt? Depuis mon jeune âge, oui, parce que c'est par la force du destin. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. Ma mère était femme au foyer. On était une grande fratrie. La petite retraite en fait de mon père, il couvrait pas, en tout cas les charges, et ma mère était obligée d'aller au souk. Et moi, j'étais le plus petit en fait. Je pouvais pas rester à la maison, j'étais pas encore scolarisé, et donc je devais l'accompagner au souk. Et c'est à l'âge de 6 ans où j'ai touché mon premier dirham, tu vois. Donc à l'âge de 6 ans, je vendais des légumes avec ma mère, et donc c'était un sentiment très spécial de toucher le premier dirham. C'est là où je me suis dit quelque chose dans la tête quand même. C'est vrai, je peux pas le décrire, mais le fait de sentir que tu es capable de créer en fait de la richesse, c'est un sentiment que je souhaite à tout le monde. Moi, c'était avec un dirham, on ne devient pas riche avec un dirham, mais c'était le déclic, tu vois. C'est à partir de là où je me suis dit, je vais essayer dès que j'ai un petit créneau, dès que j'ai eu des vacances, dès que j'ai du temps libre, de faire un petit business. Donc des petits business, je vendais en fait tout ce qui est vendable, tu vois, à l'époque. Je vendais tout. Dès que j'avais un petit moment, j'achetais des trucs, je les vendais. وبقيت غادي بحال هكاك باش نلخص لك un peu le parcours. À l'âge de 16 ans, j'étais déjà indépendant financièrement. Wow. C'est-à-dire, j'avais un budget pour un garçon de 16 ans, j'avais un budget de 20 000 dirhams. Où je pouvais en tout cas acheter du rêve. Je faisais ça. Et le budget Ras Lemel, déjà c'était 20 000 dirhams. C'était 20 000 dirhams. À 16 ans. À 16 ans. Les presque un bro, tu vois. Bien sûr. Donc indépendant. Je vais dire à cet âge-là. En fait, je me rappelle, à la rentrée par exemple, je vendais des cahiers, tu vois. Donc, مشيت انا لدرب عمر شريتيهم تنشري الكتب بالجمله تنبيعهم فهمتي في راس الدرب كومون دي في راس الدرب. انا شي اوريجينير دو سباتات كي ان كارتيي بوبولار à Casablanca. Et donc كنت كنبيع الدرب كامل كتوبه. ابري ساليت من الكتوبه كتكون عندي شي عطله تندير لي برودوي اليمونتير. كانت لا فاغ اوسي ديال كتبيع لي برودوي اليمونتير كتاخذ نتاما في الجمله وكتبيعهم مي سي توجور كونسيرف. دونك كونسيرفي ساليت من هاد لي برودوي هادو دزت لي تو سكي سي دي روم
Ouais. Tu vois, donc. En gros, Ah, voilà. Donc j'ai fait quasiment en fait tous les business. Mais j'ai quitté le monde du business après l'obtention de mon bac, parce qu'il fallait se concentrer en fait sur mes études. C'est là où j'ai fait les classes préparatoires de Casablanca. J'avais fait physique-chimie. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer l'école Mohammedi d'ingénieur. Avant même de faire le serment devant Sa Majesté, donc parce qu'on est une école paramilitaire, donc on a un régime paramilitaire à l'école Mohammedi d'ingénieur. Donc déjà, nous, on termine en tout cas le mois de juillet. Le mois de février, j'avais déjà la confirmation de l'école l'ENSAM en France. Je l'avais dit à personne. Parce qu'il y a aussi cette culture, en fait, chez nous, on aime bien garder les choses pour nous jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Et j'étais le premier Marocain à intégrer cette école-là. Et même dans la promo, j'étais le seul Marocain, en fait, dans cette discipline-là. Après, j'ai eu la chance aussi d'intégrer un grand groupe qui est le groupe Sanofi. Donc, alhamdoulilah, en fait, c'était un parcours, comme on dit, sahel fi Allah, tu vois. Parce que, à l'âge de 27 ans, là, si tu veux, en fait, j'ai tout vu. C'est ça l'idée que je veux passer, c'est que le monde du salariat, j'avais tout vu en tant que jeune ingénieur. J'ai eu des projets très sympas que j'ai pilotés. J'ai eu aussi en fait une partie de management à un très jeune âge. À 27 ans, je manageais une centaine de personnes en France. Bon, ce qui n'est pas évident pour un ingénieur, c'est un parcours très très atypique. Centaines de personnes. Des centaines de personnes. 27 ans. Est parti en fait entre 3 régions en France. Et comment ça allait aussi vite En fait, c'est que le premier projet, moi j'étais en alternance chez Sanofi. Donc quand j'ai poursuivi mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler chez Sanofi en tant qu'alternant. Et dès la première expérience, ils m'ont confié un projet à 7 millions d'euros. C'était l'accompagnement d'une installation d'un robot semi-automatisé dans un entrepôt logistique du groupe. Et donc, c'est un projet qu'on donne normalement à des gens expérimentés, tu vois. Donc, moi, c'est comme si j'ai gagné, en fait, 5 ans d'expérience avec ce projet-là, parce que j'étais confronté à du personnel, il fallait accompagner le changement, le fait d'automatiser la logistique dans un entrepôt français, bah, tu dois, en fait, gagner la confiance des salariés pour qu'ils se sentent pas chassés, en fait, de l'entrepôt. Donc, avec l'expérience, il m'a fait gagner énormément de temps. Et dès la première année, j'ai commencé à piloter des réunions avec une trentaine de personnes devant. Et après, je suis passé au management. Après, j'ai eu la casquette aussi de consultant en stratégie innovation supply chain, où j'ai travaillé pour pas mal de groupes du CAC 40. Pas qu'en France, mais partout en Europe. ومن بعد رجعت en tant que responsable performance, c'est là où j'ai eu cette opportunité de manager une centaine de personnes. C'est du matériel, c'est des ressources humaines, c'est un budget de 50 millions d'euros à l'âge de 27 ans. Est-ce qu'il y a un apprentissage ou quelque chose qui te revient parce que c'était beaucoup de gens très jeunes, est-ce qu'il y a quelque chose qui te revient et que tu as appris à ce moment-là, que tu utilises peut-être jusqu'à aujourd'hui? Bah écoute, c'est la patience. Déjà, en fait, quand t'es étranger en France, c'est pas évident. Quand t'es étranger et que tu manages des Français, c'est jeune comme moi. T'es jeune. Donc, بالعربية كيقولوا هذاك حل الراس مبروش, excusez-moi pour le terme, وجاي كيفهم علينا. Des gens qui ont 20 ans de bouteille, on a dit, qui doivent en fait suivre tes directives. Et donc, ça m'a appris la patience, ça m'a appris à bien se comporter dans un groupe, à savoir aussi reporter au top management, puisqu'en fait je reportais directement à la direction générale. Et tout ça, ça aide en fait en tant qu'entrepreneur. Parce que en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois en fait préparer une stratégie, un plan d'action et recruter.
Le job d'un CEO, avant tout, en fait, c'est de recruter la bonne team. Exactement. Et une fois que tu es dans ce grand groupe, t'as une position qui est super intéressante, super confortable. Tu me disais qu'à un âge très jeune, tu avais une équipe avec beaucoup de personnes, une centaine de personnes à 27 ans, tu m'as dit, ou 28 ans. Comment est-ce que tu décides de te lancer, de te dire, ok, je quitte cette situation, je pars, je monte ma boîte et je me lance? Bah écoute, c'est vrai que en tant qu'ingénieur, en fait, notre rêve, c'est quoi? C'est de contribuer à des projets très intéressants. C'est de pouvoir créer de la valeur. Moi, à travers l'expérience ou les différentes expériences que j'ai eues, je pense avoir touché à tout en tant qu'ingénieur à un très jeune âge. Donc, je manageais déjà une équipe d'une centaine de personnes à 27 ans. Je pilotais une direction en fait avec un budget de 50 millions d'euros à l'âge de 27 ans. J'ai tout vu, tu vois, donc en tant qu'ingénieur, où j'avais une situation très très confortable. Mais du coup, je me disais, c'est bon, je pense avoir touché entre nous le plafond en tant qu'ingénieur. Bah maintenant, j'ai envie en fait d'un autre challenge. C'est peut-être la crise de la trentaine, tu vois, c'est tombé pile poil. Je me suis dit, il faut que je change un peu d'environnement. Et là, j'ai dit, c'est bon, je me lance dans l'entrepreneuriat. Mais je suis resté en tant que salarié à étudier le projet, c'est-à-dire un an. Okay. C'était en 2020. Donc en 2020, j'étais encore salarié, tu vois. Et je suis resté comme ça pendant un an où je prenais du temps de travail, par exemple 2 heures par jour, où je travaillais sur mon projet. Par exemple, les gens, ils allaient en fait au resto. Moi, je restais avec un casse-dalle au bureau où je travaillais sur mon propre projet. Tu vois. C'est le week-end aussi. C'est aux entrepreneurs qui ont des idées, qui veulent se lancer, mais qui ont un travail et qui réfléchissent, de prendre le temps de le faire en parallèle? Alors, s'ils arrivent à le faire sans pour autant prendre du temps de l'employeur, franchement oui, parce que c'est limite en fait le risque avant de sauter, de faire le grand saut. Le fait d'étudier le projet avant, et en ayant toujours l'assurance d'avoir un salaire, c'est toujours mieux. Exactement. Donc ça, si on a l'occasion de le faire, c'est sûr que c'est mieux. Moi, je l'avais fait pendant un an. Et c'est quoi les premières étapes? C'est-à-dire, quand tu as l'idée, que tu te dis, ok, je dois tester des choses, quelles sont les premières étapes jusqu'au lancement? Bah, écoute, déjà, tu t'intéresses beaucoup au sujet en regardant toutes les vidéos des CEO qui ont lancé la même chose que toi, en essayant d'éplucher en fait tous les rapports d'experts dans le milieu, en essayant de monter en fait ton business plan littéraire qui est constitué d'une centaine de pages, en disant, je me mets à la place d'un investisseur, est-ce qu'il va mettre de l'argent dans mon projet ou pas? Donc il y a beaucoup d'études de marché, du mapping concurrentiel, de savoir qu'est-ce qui différencie ton projet demain si tu le lances. Est-ce que c'est un positionnement géographique? Est-ce que c'est un business model? Est-ce que c'est une technologie en fait de rupture? Et donc ça, t'as besoin de beaucoup de temps. Celui qui te dit j'ai une idée, je me suis lancé day one, bah c'est sûr qu'il a loupé ou bien l'étude de marché. Il te dit en fait souvent ils disent la même chose. Je suis le premier à penser à cette idée-là, mais parce qu'il n'a pas fait d'étude de marché. Tu lui dis tu fais quoi, il t'explique. Bah écoute, on va pas aller à Londres. Il y a juste à Casablanca une autre boîte qui fait la même chose. T'as juste pas eu le temps en fait de chercher. Tu vois. Et les statistiques en fait disent que quand tu as une idée, il faut savoir que 3000 personnes dans le monde, ils ont eu la même idée en même temps. Ouais. On est 6 milliards, je pense, aujourd'hui. Ce qui est normal, parce que ça veut dire que en général, c'est plutôt le bon signe. Ça veut dire que c'est une idée, c'est peut-être le bon moment, c'est un timing qui fait que plein de gens en même temps, en parallèle, ont la même idée. Tout à fait, tout à fait. Après, la deuxième erreur que commettent en fait les entrepreneurs, c'est qu'ils s'attaquent à des idées qu'on appelle du nice have, tu vois. Okay. C'est pas du must to have. Il te dit bah bon, la solution existe, mais existe en rouge, moi je veux la créer en vert.
Le client, il s'en fout en Mais fait. est-ce que le client il va switch? Est-ce qu'il va accepter de changer de Il va solution pas payer pour une solution qui va amener un peu plus de design. Non, il va payer plus pour une solution qui va lui permettre de régler un problème qui le laisse pas dormir le soir, qui l'empêche en fait de dormir le soir, tu vois. C'est ça en fait la différence. Et Sam Altman, il le décrit très bien. Et il donne en fait l'idée ou l'image en fait de quelqu'un qui cheveux sont en feu. C'est-à-dire il a des cheveux en feu, qu'est-ce qu'il va faire? L'idéal c'est d'avoir un seau d'eau et après il va essayer d'éteindre le feu. Non, quand tu as en fait le feu, n'importe quel objet que tu trouves devant toi, tu vas l'utiliser. Tu vas essayer de le prendre même si c'est c'est un caillou en fait, tu vas essayer de taper ta tête avec le caillou. C'est un peu ça l'image en fait d'un client qui est prêt à tout payer pour une solution ou un bout de solution qui va lui régler le problème qui l'empêche de dormir. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut s'attaquer à des vraies problématiques, pas des business fictifs en fait. Et les vraies problématiques, même si tu arrives en fait avec un fichier Excel, le client il est prêt en fait à payer pour. C'est-à-dire que t'as pas besoin en fait de l'EI, si tu arrives à trouver un bon problème, on le dit, une bonne solution, elle émane d'un bon problème. Et donc, comment tu as l'idée de Cloudfreight? Est-ce que c'est un moment où tu veux te lancer et tu veux lancer ta boîte et tu envisages plusieurs idées, ou c'est plutôt cette opportunité-là spécifiquement qui t'emmène vers l'entrepreneuriat? Alors pour répondre à ta question, on va revenir très très loin dans le temps. Mon père était chauffeur routier. Bon, moi, je l'ai perdu à l'âge de 5 ans, mais j'ai gardé des souvenirs en fait quand j'étais dans son camion. Donc il garait en fait son camion au bout de la rue et moi je montais dans le camion, c'est resté en fait dans ma tête. Et je pense que c'est plus fort que moi le fait d'intégrer ou de réintégrer le monde de l'entrepreneuriat avec ce projet dans le transport de marchandises, parce que c'est un peu un hommage à mon père. Mon but, en fait, c'est de faciliter la vie à des millions, en fait, de chauffeurs routiers qui prennent la route, qui vont livrer une marchandise et une fois sur 3, ils retournent à vide. Et pour moi, c'était une aberration sur le plan économique et écologique. Faire un trajet, mais ils vont emmener une marchandise, mais au retour, ils ont rien. Donc il revient vide. En fait, il y a 30% des camions qui circulent à vide. C'est énorme. On les voit pas parce que c'est des camions, c'est des bofs, c'est enfermé, donc on ne sait pas s'ils sont au milieu ou pas, mais 30% des camions qu'on voit sur les routes, c'est des camions au milieu. Et c'est une aberration sur le plan économique parce que c'est une perte d'argent pour les chauffeurs, pour les transporteurs routiers. Et une aberration sur le plan écologique parce que c'est des millions de kilomètres parcourus à vide tous les jours. Sachant que le secteur du transport, c'est le 3e secteur le plus polluant au monde. Et puis, il y a aussi un impact social, c'est que ces chauffeurs routiers, dont mon père, on le voyait pas souvent parce qu'il était obligé d'attendre jusqu'à ce qu'il trouve un chargement retour. Des fois, en fait, quand on fait du Maroc-Europe, les chauffeurs, ils peuvent attendre une semaine avant de trouver en fait un chargement retour et revenir voir leurs enfants. Ils doivent rester. Ils doivent rester, ils doivent attendre. Peut-être qu'ils vont recevoir un coup de fil pour leur demander de faire un détour, d'aller charger plutôt à Madrid qu'à Barcelone. Donc moi, l'objectif, c'était de lancer une solution qui, à terme, en fait, va éradiquer ces retours à vide de camions. Et j'ai commencé en créant Cloudfreight par optimiser le retour à vide des camions de l'Europe vers le Maroc. Donc c'est tous les chauffeurs ou tous les transporteurs marocains qui vont livrer une marchandise vers l'Europe et qui vont revenir pour la plupart en fait à vide parce qu'ils n'ont pas de réseau, parce qu'ils n'ont pas de commercial, parce qu'ils n'ont pas de service marketing, parce qu'ils peuvent pas aller chercher des opportunités à des milliers de kilomètres de chez eux. Donc je te disais, t'étais en Europe, t'aurais pu lancer la boîte en Europe, ça aurait été possible, t'es sur un business qui fonctionne à la fois au Maroc et à l'étranger. Pourquoi tu as décidé de plutôt monter ta boîte au Maroc? En fait, c'était une opportunité, mais c'est à refaire. Je te cache pas que je la montrais en Europe. Mais l'opportunité, c'était quoi? C'est qu'il y avait un fonds marocain qui avait comme obligation que la maison mère soit au Maroc. Et c'est lui qui avait mis le premier ticket en fait chez Cloudfreight. Et moi, je dis toujours, en fait, c'est le choix d'un investisseur qui se fait pas que sur le ticket investi.
il se fait surtout en fait sur du feeling. Ça se passait super bien en fait avec cet investisseur. Je l'ai rencontré en France dans un événement des Marocains. Le feeling est passé. Il m'a dit tu passes à Casablanca quand? Je dis bah si tu veux je peux passer la semaine prochaine. Hein. Il m'a dit pour présenter ton projet aux autres partenaires. C'est ce que j'avais fait. Et voilà, donc 2 semaines après, ils m'ont envoyé une lettre d'intention. Et à l'époque, c'était une idée. C'était très vite, en fait, très, très vite. Et t'as levé sur une idée. Sur une idée, ça c'est très très rare aussi. C'est très rare en Europe, mais je pense, c'est du jamais vu au Maroc. Moi, en fait, j'ai levé en fait sur une idée avec un fonds d'investissement. C'était pas en fait des business angels. C'est vrai que c'est plus courant de lever sur une idée avec des business angels. Ouais. Bah là, c'était avec un fonds et un ticket qui est plutôt sympa, tu vois, donc pour une start-up. Et c'est le potentiel de l'idée et aussi la capacité du scale. C'est le marché, c'est ça qui a joué le plus. C'est le marché, ils disent que c'est l'entrepreneur aussi, tu vois. Ouais. On reste la jouer modeste, bien sûr. Parce qu'ils investissent surtout aussi. T'avais un profil, pour le coup, tu savais de quoi tu parlais. Bah moi, Tu as fait de la supply chain. voilà, j'ai fait de la supply chain. J'ai déjà de l'expérience dans le monde du salariat en manageant en fait pas mal de personnes, tu vois. Donc il y a beaucoup d'ingrédients en fait qui étaient réunis pour que la solution fonctionne. Okay. Une étude de marché, c'était important pour toi de viser un marché quand même important. Moi, c'est quelque chose que tu as regardé. Ouais, c'est le premier critère. Même pas pour moi, mais même pour les investisseurs, parce que comme je t'avais dit, moi j'ai fait l'exercice à la place des investisseurs. Il faut se mettre à la place des investisseurs, de dire j'ai une solution devant moi en tant qu'investisseur. Qu'est-ce qui fera que je vais mettre en fait 10 millions d'euros dans cette solution-là? Bah si tu réponds à cette question-là, c'est le jackpot. Et pour répondre à cette question, l'investisseur, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher une bonne équipe. Il va chercher un grand marché. Et il va chercher... Je pense que la solution ou le produit vient en 5e position dans les critères d'un investisseur. Okay. Avant tout, c'est la team, c'est le marché, tu vois, c'est beaucoup de choses avant d'arriver à un problème, comme tu disais justement. Montre-moi la solution. Un investisseur, jamais il va te dire fais-moi la démo au début de ton produit. Je vais te dire quoi? Parle-moi de toi plutôt. Donne-moi l'executive summary, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle fait cette solution? Bah, elle connecte en fait les chargeurs et les transporteurs. Ok, ça existe déjà ailleurs. Qu'est-ce qui fait que Cloudfreight est unique? Tu expliques ça, tu t'essaies en fait d'expliquer ça, mais il va pas te demander une démonstration ce que fait ta solution au début. Tu dois juste le capter ou capter son attention. Capter l'attention, ça pourrait être à travers en fait les chiffres. Commencer par une première slide qui dit aujourd'hui on fait tant de revenus, on est devenu rentable. Donc là, ça capte son attention parce que on revient aux sources. C'est les éléments financiers en fait qui parlent beaucoup aux investisseurs. Si t'as pas d'éléments financiers réels, au moins que les projections soient attractives. Tu viens pas dire à un investisseur mon ambition c'est de faire 1 million de dirhams en 2028. Ouais, c'est pas assez. Et tu demandes 10 millions de dirhams d'investissement. Il faut que l'opportunité soit grande. Oui, il faut aussi que ça soit une opportunité captivante, que le marché soit très important, parce que à la base, qu'est-ce que tu vas capter en tant que jeune entreprise? Je vais capter peut-être 0,005% du marché. Exactement. Si c'est un marché de 100 millions d'euros, c'est pas intéressant pour un investisseur. Par contre, si c'est un marché d'une centaine de milliards d'euros, même si tu captes 0,0005%, c'est sympa. Et tous ces critères-là, en tout cas, c'est le playbook en fait des startups. Je pense qu'aujourd'hui, l'information, elle existe partout. T'as pas besoin en fait d'être accompagné par des incubateurs. Je suis pas un vendeur en fait d'incubateur, la vérité, parce qu'il faut apprendre sur le tas. Il faut aussi. C'est l'information qui est non. L'information, elle existe. Comme on dit, il aime arftish sur les vidéos de Y Combinator. Il s'explique tout. Juste comprendre l'anglais. Même maintenant, en fait, les vidéos YouTube, tu peux faire
la traduction. Ouais, traduction automatique. Même en arabe, si tu connais pas ni français ni anglais, tu peux traduire en arabe et t'as l'explication, le playbook en fait pour lancer une startup, pour réussir en fait une startup. Et donc l'excuse m'a fracché. كان قبل كتقول ouais mais bon startup on n'a pas beaucoup d'informations. Aujourd'hui même un pitch deck, la structure elle est claire. Tu dois pas louper par exemple l'étude de marché, du business model, tu dois parler du problème, de la solution, des projections financières. Et les éléments, tu dois les préparer avant même de lancer ton produit. C'est ta l'ambition de lever. Comment s'est passé toi ta levée? Comment tu as trouvé tes premiers investisseurs? Alors moi, mon premier investisseur, c'est un VC. Qui a rejoint l'aventure avant même qu'on tape le premier code de la solution. Donc c'était en phase d'idéation. C'était un investisseur marocain et d'ailleurs dans les conditions c'était de lancer la boîte au Maroc. Et donc il m'a T'as levé, t'avais pas encore de produit, t'avais pas encore commencé. C'était une idée. C'était sur une idée. J'avais le fameux business plan littéraire de 100 pages que j'avais fait quand j'étais salarié. Ouais. Et j'ai pas quitté le monde du salariat avant d'avoir une lettre d'intention. Ok. Très intéressant. Donc j'ai eu une lettre d'intention. Tu avais déjà levé des fonds en fait avant de quitter. Alors lever des fonds, pas encore, parce que la lettre d'intention, c'est une promesse. C'est-à-dire c'est une promesse en fait d'investissement. En gros, pour simplifier, ils vont te dire on va investir ce montant sur ces conditions-là. Et moi, il y avait 2 conditions. La première, déjà, je l'ai pas cité celle-là, donc on va dire 3. Oui, il fallait bien sûr quitter. Ouais, il fallait quitter en fait le travail pour être à 100% sur la solution. Et puis de lancer le produit, d'avoir au moins un MVP, un minimum viable product, donc un prototype du produit, et d'avoir signé 2 clients. D'accord. Comme ça, Ça c'était les critères pour effectivement recevoir, débloquer, voilà les fonds. pour débloquer les fonds. Ok. Pour débloquer les fonds. Donc tu prends quand même un risque à ce point-là. Ouais. Donc moi j'ai quitté le job pendant 9 mois, je touchais même pas un dirham. Ok. Pendant 9 mois, j'avais pas de salaire. Je pouvais pas en tout cas me payer un salaire. Et pendant 3 mois, j'ai développé la solution. Je suis revenu vers eux avec une vingtaine de signatures clients au lieu de... En 3 mois. Ok. En 3 mois, j'étais à France, j'ai quitté le job. Ça y est, c'était pour moi le projet, il fallait réussir. Déjà l'échec dans mon vocabulaire, en fait, j'ai déchiré en fait cette partie il y a longtemps. Je viens d'un milieu en fait très difficile et donc pour moi tout ça c'est alhamdoulilah, c'est que des opportunités. Au pire, qu'est-ce qui va arriver? Tu vois, je vais manger des pâtes. Je peux vivre en fait à 10 dirhams le jour. Ça me dérange pas, tu vois, j'ai déjà vécu ça. Et donc je prenais tout vraiment à fond. Je prenais pas l'échec. Je peux le chien et du coup, alhamdoulilah, donc c'est بحال المنسوب ديال الثقة كيتزاد. Un investisseur, il te demande en fait 2 clients, avec une vingtaine de signatures. Là, si par exemple le déblocage, il demandait un mois, quand tu viens avec cet esprit que tu as fait plus, en fait, c'est promiseless deliver more. Exactement. Tu viens avec, là ils disent, mais ce mec-là, il est génial, tu vois. Donc s'il nous pond un BP à 1 million d'euros la première année, il y a de fortes chances qu'il fasse 2. Tu vois, donc c'est ça l'esprit en fait. Quand tu viens, moi je le dis toujours, évitez d'exploser vos business plans, parce qu'il n'y a pas pire que de revenir vers un investisseur à la fin d'année En disant j'ai fait moins. en disant j'ai fait moins. T'as envie d'être ambitieux mais de faire plus. Ouais. Sois réaliste, fais des trucs réalistes et réalisables. Moi je vais faire par exemple 1 million d'euros. Si tu fais 900 000, ça va. Si tu fais 200 000, là, il y a un problème. L'investisseur, il va plus croire en fait en tes sottises, tu vois. T'as promis 1 million et t'as fait 1,5 million. Là, c'est le jackpot. Et là, les gars, ils sont prêts à te dire, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et c'est ce qui m'est arrivé, tu vois. Moi, j'ai fait la première levée à 1 million d'euros avec les premiers investisseurs. Tout confondu, hein, parce qu'il y avait plusieurs investisseurs. Et la deuxième, j'avais besoin de lever 2 millions. J'ai juste annoncé lors du conseil d'administration que je m'apprête à lever un seed.
Ils m'ont dit, t'as besoin de combien? J'ai dit 2 millions, ils ont remis. Les mêmes Directement. investisseurs, les premiers. J'ai même pas eu, en fait, à aller chercher des investisseurs ailleurs. Ouais. Et c'est ça c'est l'effet confiance. Confiance et aussi... Le gars, il promet des choses. Et on voit délivrer au fur et à mesure du dis. Et comment au début tu as constitué l'équipe? Est-ce que tu avais des associés dès le début? Alors j'avais un associé. Comment tu t'es lancé au début? Au début, en fait, mon premier associé, on n'était que deux. Lui était sur la partie tech, donc CTO. Moi sur la partie commerciale, stratégie et opérationnelle, donc j'avais plusieurs casquettes. Et avec lui, on a lancé ce premier prototype, tu vois. On n'était que deux. Et par la suite, on a commencé à recruter, voilà, sur le département, dans le département opérationnel, dans le département sales. Et l'équipe a continué à grandir. Mais moi, dans ma culture, je recrute. C'est moi qui s'occupe de recrutement de toute l'équipe. Aujourd'hui, on est 25. On a même ce souhait, en tout cas, de rester à taille humaine, tu vois. De pas être trop gros. De pas être trop gros. On est une boîte tech. Moi, je vois toujours d'un œil méfiant des startups qui te disent, moi, j'ai 400, 500 salariés. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été recrutées pour faire des opérations. Il y a beaucoup de manuels. Et que la tech, il n'y a pas besoin d'un bac plus 40, en fait, pour comprendre que tu dépasses 100, t'es encore start-up, jeune de 3 ans. Tu recrutes 100 personnes, 200, 400, 500, c'est que c'est des gens derrière qui appuient sur des boutons. C'est pas la solution qui te... Exactement, oui. Et là, moi, c'était pas du tout, en fait, dans mes plans. Je préfère, plutôt que de recruter beaucoup de monde pour travailler sur du top line, du chiffre d'affaires, voilà, donc, et montrer aux investisseurs que je chiffre en fait 50 millions d'euros. Tu peux le faire avec cette stratégie. Tu recrutes beaucoup de monde, les gens ils appuient sur le bouton. Ça te permet, voilà, de ne pas attendre un sprint où tu développes un truc, tu délivres, ça prend du temps. Moi, c'était l'autre école, de dire, je développe le produit, je donne le temps au produit. Je vais perdre du temps au début, mais je vais gagner beaucoup de temps après. Surtout avec ce qui s'est passé, en fait, après le Covid ou post-Covid. Moi, je suis lancé, en fait, pile poil Covid. C'est-à-dire, t'avais de l'argent. Non, pendant. Ok. Bon, avant, dans la phase études marché en 2020. Mais après, début, voilà. Donc, j'étais plein dedans, en fait, dans la commercialisation, et plein de... Avant de dire sur ça, sur la partie recrutement, c'est quoi un petit peu un conseil que tu as pour les entrepreneurs qui se lancent sur le recrutement des premières personnes de l'équipe? Alors, ça dépend en fait du produit, ça dépend de l'ambition. Si par exemple ton ambition c'est de construire un produit et de bootstrapper, c'est-à-dire t'as pas besoin de lever au début, tu peux, t'as encore un peu d'épargne, tu peux développer un produit, générer du chiffre, ça te permet aussi de valoriser mieux ta boîte avant de sortir sur le marché de la levée. Bah là, je leur conseille en fait de bien veiller au recrutement. Au début, prendre beaucoup de temps et prendre des personnes seniors, des personnes en fait qui vont te permettre de développer un produit solide. Tu payes plus cher bien sûr, mais ça te garantit en fait une commercialisation rapide. Ma deuxième école, c'est des startups qui dès le départ, ils savent en fait qu'ils doivent lever énormément d'argent parce que le produit nécessite énormément d'argent, parce que il faut aller très vite sur le marché, il faut créer un branding, il faut être très très compétitif. Et là, ils sont obligés de recruter tout azimut, tu vois. Des fois, c'est même pas eux qui s'occupent de recrutement. Des fois, c'est quasiment une boîte en fait de recrutement externe qui s'en charge. Et là, bah, tu tombes sur tout, tu vois. Tu as beaucoup de turnover parce que c'est pas l'entrepreneur qui a veillé au recrutement. Le processus, c'est un peu industriel. Tu fais rentrer énormément de monde et donc il y a un peu de déchets. Ok. Le truc, c'est que j'ai vu que tu avais cette ambition de créer la première licorne marocaine, donc la première start-up qui est valorisée à plus d'1 milliard. Est-ce que c'est une ambition qui était là dès le début, dans le sens où tu savais, dès le début en lançant Cloudfreight,
que tu voulais faire vraiment une très grosse start-up? Ou est-ce que c'est venu avec le temps, avec le développement de la boîte? Franchement, non. Quand on monte en fait une start-up, c'est pas avec l'idée de devenir une licorne. Parce que licorne, pourquoi on veut lancer une licorne? Il y a cette ambition de richesse, tu vois. Sauf que c'est un mythe. Hein. Ceux qui montent des licornes et qui les vendent, des fois, ils sortent avec que dalle. Parce qu'ils se sont fait énormément diluer et que dans les pactes d'actionnaires, ils ont accepté en fait des clauses comme de la sortie préférentielle pour les premiers investisseurs. Et avant qu'ils touchent 1 euro, 1 dirham, il faut que les autres investisseurs doivent toucher une fois, 2 fois ou 3 fois. Ouais. Tu entends beaucoup d'histoires, tu as beaucoup de cas, de figures où t'as des entrepreneurs qui te disent j'ai fait un exit à 500 millions d'euros et je suis sorti avec 0 euros. Ah, c'est fou. C'est faux. Tu vois. Donc, c'est pas pour devenir riche que de passer au statut licorne, mais c'est une conséquence en fait d'un produit qui a sa place sur le marché et un produit qui dégage beaucoup de propositions de valeur pour l'ensemble des utilisateurs. Par la force en fait du Vault, bah tu es valorisé en fait à ces sommes-là. Parce que c'est un énorme marché, tu multiplies par 2, 3 en fait ta performance tous les ans. Et avec le calcul, tu te dis, bah, au bout de 2030, pour notre cas, on est capable, en tout cas, d'atteindre ce statut-là. Donc, nous, tous les ans, en fait, notre valorisation est double, quasiment, et le triple, en fait. Okay. Et c'est naturel par rapport, en fait, à ce qu'on génère comme KPIs. T'as lancé la boîte en 2020, ça fait 5 ans à peu près. La boîte, elle avance bien, comme je disais, une croissance x2 tous les ans, enfin en termes de valorisation. Donc, il y a une belle croissance, etc. Mais il y a forcément des challenges, des difficultés lorsqu'on monte une boîte. Est-ce que tu peux partager peut-être un moment difficile ou un challenge que tu as eu depuis le lancement de Cloudfret? Écoute, il y en a beaucoup. Hein. C'est comme on dit, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Tu te réveilles le matin, tu es très enthousiaste. Au milieu de la journée, tu as un gros problème là qui tente. Tu commences à douter. Le soir, tu dis, alhamdoulilah, on est encore vivant. Tu vois, c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, des challenges, il y en a eu énormément. Mais franchement, là, je retiens pas un énorme, tu vois. Il y en a eu beaucoup, hein, tous les jours. Et tellement, en fait, tu as de problèmes, c'est que je te dis, bah, c'est pas réellement un vrai problème. Tu crois que c'est le plus grand problème, en fait, que tu vas avoir. Il y a plus gros après. Tu le traites, il y a plus gros après. Tu te dis, bon, bah, je vais arrêter de m'étonner, en fait, de ce qui se passe autour de moi. Je vais rester focus. Et je vais essayer, en tout cas, de faire en sorte, dès qu'il y a un problème, de le traiter très rapidement. Même si ça revient cher en fait de traiter le problème, comme disent en fait dans le jargon judiciaire. Un mauvais deal vaut mieux qu'un bon procès. Des fois, même si le problème en fait tu le traites dans la douleur, tu perds en fait par le passage, mais il faut le traiter, tu vois, plutôt que de le. Donc faut pas laisser les choses. Ouais. Il faut pas en fait laisser l'ego prendre le dessus. En disant non, mais bon, bah, je sais que j'ai raison en fait, que ça passe au tribunal, ça ne me dérange pas. Passe au tribunal, ça va te casser la tête. Ça va être long. T'es en fait à l'amiable, tu gères. Surtout dans notre business, tu vois, notre transport de marchandises. Certes, tu as une plateforme, c'est comme si on parle d'Uber ou d'InDrive. InDrive, le challenge d'InDrive, c'est pas la tech. C'est ce qui se passe autour. Hein. C'est la politique. C'est le social, la régulation, c'est les petits problèmes en fait autour. C'est beaucoup les gars, ils ont un département juridique, tu vois. À force de traiter les problèmes des autres, là ils se disent, bah mon challenge c'est plus la tech, c'est plus la production de valeur. Là on commence à déranger pas mal de personnes, on dérange les taxis, on dérange des concurrents, on dérange peut-être aussi le gouvernement qui n'arrive pas à trouver en tout cas la bonne formule.
Et donc, il faut qu'on soit à la fois diplomate, il faut qu'on soigne aussi nos sorties. Et parfois, tes problèmes ne sont pas dans la tech, quoi. C'est là où tu penses. Même si tu es une boîte tech, tu te retrouves en fait à gérer du paratech, tu vois. Exactement. Et ça, c'est pour quelqu'un en fait qui n'est pas habitué, ça peut le perturber. Par exemple, moi, mon cas, j'ai jamais mis les pieds en fait dans un tribunal, tu vois. Moi, ça me fera bizarre de mettre un pied. Ouais. C'est pas une phobie, mais il y a de fortes chances que tu pars pour quelqu'un qui souhaite juste en fait t'embêter, tu vois. Exactement. Et souvent pour des sujets, c'est parce que t'es le gérant, t'es le responsable juridique, tu dois comparer, tu dois répondre à certaines choses, tu dois laisser tes affaires et s'occuper d'un peu de politique, d'essayer de faire du lobbying. Tu vois, il y a des choses, On va dire entreprises qui sont pas il y évidentes. a des coulisses en fait. C'est ça le plus challengeant. Au départ, le plus challengeant bien sûr, c'est de pouvoir prouver que ta solution il a une place sur le marché. Mais une fois que ton branding en fait il commence à s'installer, là tu commences à embêter certaines personnes qui voient leur part de marché baisser, qui voient un nouvel arrivant rafler la mise, ils disent mais au lieu de dire qu'est-ce qui se passe et de regarder le problème de l'intérieur, ils activent le mode guerrier, tu vois, le mode ana wa ra'it tofan. Exactement. Yani, c'est-à-dire en fait, il est prêt à tout pour garder sa part de marché, quitte à créer des faux problèmes. Mais il faut que tu sois préparé. Et c'est des choses ça que tu apprends au fur et à mesure. Bah oui. Et ça fait plaisir, tu sais. Moi, je le dis en fait, ça fait plaisir de côtoyer aussi ce monde. Ouais. Parce que tu sais que c'est le monde, c'est ça le monde des affaires. Bon. C'est un monde des affaires. Surtout dans un métier où tu es très fermé, le transport de marchandises. Moi, je le dis ouvertement, il y a des gens qui ont fait énormément d'argent avec ça, en gardant ce marché très opaque. Et quand tu viens avec une vision de transparence, quand tu viens en mettant en premier les chauffeurs, en premier en fait les partenaires transporteurs, bah là en fait c'est à l'encontre de ce que d'autres en fait ils ont passé des années à monter, c'est de dire tu es mon transporteur, je te dis ce qu'il faut faire, ne me demande pas combien est le business, tu prends ça et tu fermes, tu vois, tu la fermes. Et donc là c'est un changement de paradigme. Et pour mener ça, il faut avoir les épaules larges. Très intéressé. Et franchement, il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Moi, je le vis au quotidien. Des personnes, franchement, qui sont prêtes à tout, mais sans tomber sur la même mauvaise personne. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu bien pire, en fait, en étant très jeune. Que c'est pas ça qui va me... Dans la peau. Ouais, franchement, ça, c'est dur. Comment on dit, c'est des petites piqûres, en fait. Exactement. Ça fait même pas mal. Je suis vacciné. T'es vacciné, ouais. C'est ça. On en parlait tout à l'heure un petit peu avant le podcast et tu me parlais de l'utilisation d'IA et des agents IA notamment chez Cloudfreight et dans votre projet. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment l'IA impacte la logistique en général et comment un petit peu vous intégrez ces solutions dans votre travail? C'est vrai que c'est une vraie révolution. Moi, je le vois du côté positif. Quand on parle de la logistique, c'est un peu le parent pauvre de toutes les industries parce que c'était depuis longtemps en dehors des radars de la transformation digitale. Ok. En fait, il n'y a pas eu une vraie innovation depuis 50 ans dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, on essaye, nous, en fait, à travers notre solution, d'apporter une valeur ajoutée et aussi de rendre l'IA en fait très abordable pour cette population qui déjà a du mal à côtoyer des applications. L'application mobile, classique. Ouais. Un chauffeur routier, pour la plupart en fait, ils savent pas lire et écrire. Ils utilisent beaucoup en fait des groupes WhatsApp pour trouver des chargements. Ok. Ils passent leur temps en fait à faire des audios, tu vois, donc pour expliquer ce qu'ils souhaitent en fait comme chargement ou pour répondre aussi aux positions des camions et communiquer en fait avec
avec les chargeurs et les donneurs d'ordre. Et donc, il faut aussi s'adapter par rapport à cette population-là. Nous, au début, on avait fait une erreur, c'est qu'on a essayé de développer l'application sur les standards internationaux en disant, il n'y a pas du tout de risque que ça ne fonctionne pas. On l'a rendu tellement simple, c'est intuitif, c'est une solution, n'importe qui pourrait l'utiliser. Mais une fois lancé sur le marché, on se rend compte en fait qu'il y a des gens qui vont pas le lire. On l'a mis même en 4 langues. Et vous avez dû faire évoluer ensuite? Et après, il faut évoluer, faire évoluer la solution. Là, on a bien écouté le marché. On essaie en tout cas d'adapter la solution à une population qui connaît beaucoup en fait le WhatsApp. Qui l'utilise en fait quasiment pour tout, pour les trajets, pour le suivi en fait des opérations, pour avoir des opportunités, pour le syndicat aussi entre eux, ils créent des groupes WhatsApp entre eux, c'est des groupes fermés. Et donc aujourd'hui, nous par rapport à l'IA, on l'utilise dans le sens de la facilitation de la tâche. Déjà de l'équipe en interne, parce que nous en fait on est une très petite équipe de 23 personnes, on vient de recruter 2, donc on est passé à 25, et donc on essaie de tirer profit de tous les outils qui peuvent nous faciliter la tâche déjà en interne. Oui. Et après on essaie aussi de voir ce qui pourrait fonctionner auprès de nos utilisateurs et accélérer l'adoption de la technologie. Et donc là, on va sortir le premier agent intelligent de matching des opérations, donc qui est capable de récupérer les commandes automatiquement des donneurs d'ordre et de partager ces commandes aussi automatiquement avec les chauffeurs routiers qui ont des camions vides. Ok. Et cet agent, on l'a appelé Simo. Simo, parce qu'il y a énormément de chauffeurs, en fait, qui s'appellent Simo, marocains. Ouais. Mais ça a aussi une connotation technologique. Simo, c'est Smart Integrated Matching Operator. Okay. Et donc, c'est le super agent qui permet de connecter automatiquement l'offre et la demande dans le secteur du transport routier. Et cette technologie, on sera les premiers à la lancer. On est très fiers en tout cas d'être une boîte marocaine qui lance cette technologie-là. Ça sera à la rentrée, Inch'Allah. Et une technologie aujourd'hui qui est propriétaire, qui permet de détecter les camions qui circulent à l'île. Donc ce sera la première fois que je le dis dans un podcast. Oui, on a fait d'autres avant. Mais un scoop, c'est qu'on est les premiers en tout cas à lancer une technologie qui permet de détecter le taux de remplissage des camions sur les routes. C'est-à-dire, nous, quand on voit les camions, c'est des box en fait, fermés. Nous, à travers notre technologie, à travers les devices qu'on installe dans les semi-remorques et dans les camions à l'intérieur, on est capable aujourd'hui de dire ce camion il roule à 20%, rempli, à 30%, vide, 100% rempli. Et on arrive en fait à le matcher automatiquement avec les besoins des expéditeurs. Et ça, c'est une technologie qui n'existe nulle part en fait. Et c'est une technologie 100% marocaine. Excellence. Les devices, c'est pas du hardware en fait fabriqué chez Cloudfreight, mais le software, oui. Ok. Donc on est parti avec un produit qui existe, mais tout le software en fait c'est une production propre Cloudfreight. Et le monde de la tech, c'est un monde de traitement de data. Dans le secteur du transport, ce qui manque, c'est l'accès à la data. C'est très fermé. C'est pas comme l'open banking ou d'autres secteurs où tu as accès à de la data gratuitement. Dans le milieu de la logistique, tu n'as aucun lieu ou plateforme où tu peux aller chercher de la donnée de géolocalisation, de la donnée de camion. Et donc, le cadre de la portée, ça va t'aider à avoir des infos importantes sur à quel point c'est vide, à quel point on va pouvoir justement... Et à entraîner aussi ton agent. Et à entraîner ton modèle IA. Ton modèle IA. Donc l'agent, il pourra par la suite comprendre aussi les flux du transporteur, anticiper aussi ses trajets,
anticiper ses retours à vide, c'est-à-dire il n'a même pas encore déchargé son camion et on peut déjà lui envoyer des opportunités parce qu'on sait qu'il va décharger par exemple à Madrid. Ce que j'aimerais savoir aussi, c'est quelle est l'ambition un petit peu sur les prochaines années avec Cloudfreight. Si on devait, je sais pas, reparler dans 5 ans par exemple, dans 10 ans. Quelle est ta vision pour la boîte et où est-ce que tu as envie de l'emmener? Aujourd'hui, en fait, déjà, il faut dire qu'on a 4 ans derrière nous. On a appris beaucoup, en fait, du marché. On a appris beaucoup aussi de nos clients. Et donc, on sait vraiment sur quoi se concentrer les prochaines années en termes de développement. Donc ça, c'est très important parce que ça permet d'accélérer encore davantage, en fait, le développement de la boîte. Parce que les premières années, c'est plus difficile en fait, parce que tu recherches les bonnes fonctionnalités, tu recherches la bonne proposition de valeur, tu peux pivoter aussi, hein, parce que peut-être ta vision au départ n'est pas la bonne. Mais une fois que tu as le product market fit et tu accélères et tu commences en fait à avoir énormément de clients, le growth, il devient plus simple, parce que c'est du copy-paste, tu vois. Elle lèche parce que tu as testé des choses qui ont fonctionné, donc après il faut en faire plus, c'est ça? Non, c'est quand tu as des modèles de growth et tu vas juste... Non, c'est surtout le produit, c'est-à-dire si le produit il est scalable, pourquoi les VC ils investissent dans les startups? C'est des produits qui doivent être conçus comme scalable. T'as pas besoin de recruter 100 personnes pour chercher 1000 clients de plus. Ouais. Tu peux rester à équipe équivalente et faire les 1000 clients en plus. Okay. Donc c'est ça aussi la formule. Et donc nous, aujourd'hui, on est capable en tout cas de faire ce scale sans pour autant exploser nos charges. Et c'est un peu l'exemple je donne un exemple, le Booking. Booking par exemple. Nous, on dit on a une ambition de devenir le Booking du fret. Okay. Et on l'affiche en fait. Parce que Booking, c'est aujourd'hui en fait une marketplace réussie, connue mondialement, une plateforme de confiance aussi. Et c'est aussi notre souhait dans ce secteur-là, c'est d'être le tiers de confiance entre les donneurs d'ordre et les transporteurs. Et aujourd'hui, Booking, tu es confiant à leur laisser ton argent comme caution. Exactement. Tu es confiant à laisser ton appartement. Parce qu'il y a aussi des appartements aujourd'hui sur Booking. Ouais. Le cas aussi d'Airbnb. Et donc, c'est une plateforme aujourd'hui qui coche toutes les cases, qui permet d'apporter beaucoup de valeur à toutes les parties. De la même manière, les plateformes qu'on voit aujourd'hui sur le marché marocain, du VTC, donc Careem et d'autres, il y en a de plus en plus. Ces plateformes-là, c'est des marketplaces, donc ils doivent à la fois aller chercher de la supply et de la demand. Et on est dans le même bain. Il n'y a pas plus difficile que le business des marketplaces. Parce que là, tu dois être bipolaire. Toujours, ouais. Là, tu dois avoir une stratégie en fait d'un côté et de l'autre. Ouais. Et quand tu vois qu'il y a un souci, tu switches en mode transporteur. Et tu essayes de créer un équilibre, tu vois. Et c'est plus simple en fait d'avoir un produit, un monoproduit, et tu as un utilisateur que tu dois séduire. Là, tu dois faire un équilibre et tu dois faire en sorte que ta plateforme elle apporte de la valeur à toutes les parties. Donc, pour nous, la vision, c'est de continuer à apporter de la valeur à cette population de transporteurs, à faciliter aussi l'accès aux petits transporteurs à des grands chargeurs. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a des grands donneurs d'ordre, style Saint-Gobain, Denso et d'autres clients. On travaille avec le top 3 des freight forwarders mondiaux. Sur papier, on pourrait croire que ce sont nos concurrents, parce que c'est aussi des intermédiaires. Les freight forwarders, c'est des intermédiaires. Alors pourquoi ils vont utiliser une plateforme concurrente? Mais ils adoptent aujourd'hui notre technologie et notre plateforme parce que ils n'arrivent pas à trouver des camions avec les canaux traditionnels qu'ils avaient. Et donc aujourd'hui, ils ont Cloudfreight. Quand ils n'arrivent pas à trouver un camion, Cloudfreight c'est plus réactif. Ils arrivent à trouver au milieu des 6000 transporteurs partenaires chez nous. Okay. Donc Cloudfreight aujourd'hui est devenu
le premier réseau de transporteurs dans la région Méditerranée. Oh, wow. En l'espace de 4 ans. Et nous, notre ambition après, c'est de devenir le numéro 1 africain, voire le numéro 1 européen et africain. Donc c'est ça notre ambition les 5 prochaines années. Et cette ambition nous emmène en fait à devenir une billion company de par notre croissance. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui t'écoute, marocain, qui se lance, qui veut aussi lancer sa start-up? Alors, premièrement, c'est de s'attaquer à des vrais problèmes, de dire, moi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que je vais apporter comme nouvelle solution? Parce qu'il ne faut pas créer une énième application sur iOS ou Apple Store. Parce que je vois en fait énormément de développeurs. C'est des excellents développeurs, ils créent des applications. Ils sont des millions d'applications, ils sont sur Apple Store. Ils ne sont pas monétisables. Juste le plaisir en fait de développer. Ils développent un truc sympa, un petit jeu. Il y a 2 qui l'utilisent. Ou bien 1 million qui l'utilisent, mais gratuit. Mais il n'y a pas de modèle. C'est pas ça le modèle à suivre, c'est plutôt de trouver une solution, un problème qui aujourd'hui un problème qui empêche le client en fait de dormir, que le client est prêt à tout pour résoudre en fait son problème. Et là tu viens avec même une petite solution, un prototype, il est prêt à te suivre en fait sur ce prototype là. Et cette proposition de valeur, même si elle est encore en fait en test. Et là, il y a 2 modèles qui se présentent, ou bien un modèle de bootstrap, et c'est ce que je pensais en fait à la plupart des entrepreneurs, c'est de ne pas trop se diluer au début parce qu'ils n'ont pas de produit, et donc ils sont obligés de donner 30%, 20%, ça dépend en fait en face de qui ils ont pitché. Ils sont obligés de donner en fait 30% de leur boîte à un ticket en fait qui est minable. Tout ça parce qu'ils n'ont pas encore prouvé que leur solution elle fonctionne. Et ce que je conseille, c'est que s'ils ont la possibilité bien sûr de développer leur solution sans lever des fonds au début, qu'ils le fassent jusqu'à ce qu'ils aient un premier, deuxième client, qu'ils aient une traction. Et à ce moment-là, ils peuvent aller chercher un investissement en disant c'est plus une idée les gars, il faut pas me massacrer sur la valo. Là, on a des clients, on a un marché intéressant et on a besoin de vous en fait pour scaler. Et peut-être toi pour le coup, t'as pris le choix d'aller vite vers la rentabilité en tant qu'entrepreneur dans la startup, alors que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se concentrent uniquement sur la croissance et pas forcément sur la rentabilité. C'est quelque chose que tu dis aujourd'hui aux gens qui se lancent, que tu leur conseilles généralement de vite trouver un modèle rentable? En fait, nous, on s'est lancé plein Covid. Et le monde a changé depuis. Le monde du VC, le monde de l'entrepreneuriat et le monde des startups. Parce qu'avant, l'argent coulait à flot. Les investisseurs, ils étaient prêts à financer des idées, à financer des slides. Aujourd'hui, si t'as pas une traction, si t'as pas un vrai business model, si t'as pas un produit en fait scalable, ils vont pas investir. Et demain, pire. Demain, si t'es pas rentable, ou t'as pas de vision de rentabilité, ou t'as pas de projection pour devenir rentable dans les 2-3 années, tu pourras pas lever. Donc moi, je vois ce virage-là en fait des VC. Aujourd'hui, les VC, si on parle par exemple du Maroc, mais c'est valable aussi ailleurs, c'est que ils vont te demander. Aujourd'hui, on sait que tu brûles du cash. Nous, d'ailleurs, on investit pour que tu puisses te développer. Mais dis-nous, est-ce que tu vas devenir rentable dans 2 ans, 3 ans? Il faut qu'ils le voient en fait dans ton BP. Mais avant, ils se posaient pas cette question. Au contraire, les VC, en fait, le game, c'est quoi? C'est qui va avoir la patate chaude entre les mains le dernier. Exactement. C'est ça en fait le game avant. Maintenant, d'ailleurs on le voit dans les montants d'élevés. Par exemple en France, c'est 50% de moins que l'année dernière.
Ah oui, quand même. Ouais. Et l'année d'avant, c'était 50% moins que l'année d'avant. Donc c'est en déclin, tu vois. Et là, il faut à ce moment-là se dire, ok, bon, je dois suivre la tendance qui pour moi est saine. Il faut monter des boîtes rentables, pas des boîtes qui racontent des sottises. Même si on fait de l'IA, on peut faire de l'IA et être rentable. Aujourd'hui, OpenAI, il lève des fonds, mais elle a décidé de lancer des abonnements à $20 par mois. Ça lui permet de générer 200 millions de dollars par mois. Oui. Et il peut générer 2 milliards de dollars par mois. YouTube, en fait, je me rappelle quand elle a été vendue à l'époque, elle était vendue, je pense, à 5 milliards de dollars. Elle générait $0. Donc le groupe, il a récupéré. Au bout de 2 ans, ils ont réussi à lancer le ads et ils génèrent en fait 3 milliards de dollars par semaine. Wow. Incroyable. C'est-à-dire, les investisseurs, ils sont prêts, en fait, à acheter des solutions, à investir dans ces solutions à des montants énormes. Mais il faut avoir un chemin vers la rentabilité. Voilà. Et il faut se dire, ok, je vois le chemin, là, tu peux même te lancer sur un marché qui n'existe pas. C'était le marché de l'OpenAI. C'était les premiers, en fait, à créer un marché. Il n'existait pas, en fait. Ils ont créé un marché. Tu peux créer un marché, mais il faut que tu expliques bien ou que tu aies une bonne stratégie pour switcher vers la rentabilité. Et là, d'ailleurs, OpenAI, ils sont encore en train de bouler, ils boulent toujours du cash. Là, ils viennent de lever 20 milliards de dollars. Là, et je crois que là, ils veulent lever encore beaucoup plus. Parce qu'ils veulent rester, en fait, leader du marché. Ils peuvent tuer encore plus de plateformes. Là, ils veulent s'attaquer à Google Ads et tout. Donc, on voit aussi ce changement. C'est-à-dire là, les boîtes de prod, ou en tout cas les boîtes marketing, qui allaient plutôt pour aller chercher des leads, qui allaient vers ces plateformes-là. Demain, ils vont plutôt aller vers les LLM et les chat GPT. Il y a un move en fait qui se fait. On l'a vécu en fait avant. On l'a vécu avec Nokia versus iPhone. On l'a vécu avec d'autres boîtes où des boîtes ils se sentaient en tout cas intouchables. Mais on fait sûr qu'il y a eu une disruption. Et nous, on essaie en tout cas de créer la même chose dans le secteur du transport. Et franchement, j'ai de la chance parce que c'est encore un océan bleu. Aujourd'hui, tu te poses la question, quel est le concurrent de Cloudfreight sur son marché? Je pense que on va pas me dire en fait qu'il y a 2-3. Même le premier concurrent, on aura du mal en tout cas à le citer. C'est pas parce que j'ai eu l'idée la première, parce que c'est difficile de lancer en fait une solution dans ce secteur-là, et c'est difficile de tenir. Et alhamdoulilah, nous, on a pu tenir et on est aujourd'hui rentable. Et cette rentabilité nous donne une certaine liberté de choix. Liberté à choisir en fait l'investisseur qui va apporter le plus de valeur demain. Parce que quand on lève des fonds, c'est pas que l'argent qu'on cherche. On cherche du smart money. Et aujourd'hui, nous, on va lever en Europe. Et en allant vers l'Europe, on cherche des fonds qui ont une expérience à accompagner des solutions qui se développent en Europe, parce que c'est notre vision et c'est notre objectif l'année prochaine, c'est de lancer l'intra-Europe. Voilà, donc c'est une grande ambition, ça incite énormément d'investisseurs. On est accompagné d'investissements, on est accompagné par une très grande banque d'affaires européenne, parce qu'aujourd'hui Cloudfreight c'est pas qu'une start-up marocaine, c'est une start-up marocaine qui est internationale, puisque 40% de notre chiffre d'affaires on le fait en devise. Bon, ouais. Très intéressant. Écoute Driss, merci beaucoup. C'est moi. Je te souhaite de réussir à accomplir ça. Et merci beaucoup pour cette discussion qui était vraiment super intéressante, et merci pour tous ces conseils. Écoute, c'était un plaisir déjà de toujours en fait répondre au présent au podcast,
et particulièrement le tien, parce que je suis en fait tes podcasts depuis le début. J'espère que ça va apporter aussi de la valeur aux entrepreneurs. J'ai essayé de partager un peu de mon expérience. C'est vrai que ça laisse beaucoup de temps en fait pour partager le maximum. J'essaie de le faire au fur et à mesure de l'avancement de la solution. Mais il y a de nouvelles choses qui arrivent aujourd'hui. Là, on voit beaucoup de startups qui évoluent au Maroc et qui ont de grandes ambitions. Et on a aussi cette responsabilité de montrer le chemin à de jeunes en fait qui démarrent tout juste leur projet pour qu'ils commettent pas les mêmes erreurs qu'on a commis nous en fait au démarrage. Oui. Merci beaucoup Driss. Ouais, Tu reviens quand tu veux, marhaba bik. Et merci beaucoup vraiment pour cet échange. Merci aussi à Dassa Bixter pour l'opportunité d'avoir cet échange aujourd'hui. Et à la prochaine. Inch'Allah. À la prochaine.